L'empire du soleil levant est matinal. Ses sujets aussi. Ryutaro et son épouse Shizuko ont tout quitté il y a 4 ans et demi. Le Japon, une carrière, leur famille. Après avoir travaillé 30 ans dans les centrales nucléaires japonaises, Ryutaro, l'ingénieur de 64 ans, réalise son rêve à Aix-en-Provence, au pays des cigales et des platanes. Ça, c'est une route que j'adore. Une route qui l'a conduit de la fission à la fusion nucléaire. Après l'accident nucléaire de Fukushima, une grande partie de l'industrie nucléaire s'est effondrée. Il n'y avait plus que le projet ITER qui restait. Donc c'est pour ce projet que je suis venu en France. ITER, c'est ce chantier colossal, installé à Cadarache, au beau milieu de la garrigue provençale. 42 hectares, cédés par la France à l'organisation internationale il y a une dizaine d'années. Chaque jour, Ryutaro et les 5000 employés du site quittent ainsi la France en passant ses barrières pour pénétrer en territoire international. Pour moi ici, c'est le futur. Quand on vous propose un projet comme celui-ci, vous n'hésitez pas une seconde à le rejoindre, quitte à venir jusqu'en France. 35 pays, dont la Chine, la Russie, l'Inde et les États-Unis, travaillent ensemble depuis plus de 30 ans pour construire ici le plus gros réacteur de fusion nucléaire de la planète. Dans ces immenses salles d'assemblage, les pièces détachées qui pèsent chacune plusieurs milliers de tonnes viennent du monde entier. Imaginez que cette pièce, elle a mis 10 ans à être construite. 10 ans. On est prêt maintenant à la positionner sur le hall d'assemblage et de lui associer les 2 grandes bobines verticales qui constitueront le premier morceau que l'on mettra dans le bâtiment Tokamak. Tokamak, c'est le nom donné au réacteur de fusion nucléaire par 2 physiciens soviétiques à la fin des années 50. Celui d'ITER mesurera 29 mètres de haut et pèsera 23 000 tonnes. Alors l'assemblage des éléments est un défi titanesque. On va tout droit, hein, n'est-ce pas? La base est déjà installée. C'est comme quand on fabrique une boîte de conserve. On met le fond d'abord, puis ensuite on installe ce qu'on appelle le cylindre inférieur. C'est lui qui est là, qui a été positionné, je dirais, au demi-centimètre près. Une machine tout droit sortie de la science-fiction. Elle doit reproduire sur Terre ce qui se passe dans le Soleil. Le Soleil est une boule de plasma, une boule de gaz portée à très haute température. Dans son cœur, chaque seconde, 600 millions de tonnes d'hydrogène se transforment en hélium en libérant une énergie phénoménale. C'est la fusion nucléaire, une réaction qui permet au Soleil de briller depuis 4 milliards d'années. Dans son noyau, les atomes d'hydrogène se précipitent les uns contre les autres et fusionnent. Le choc crée des atomes d'hélium et libère de l'énergie, beaucoup d'énergie. Ni charbon, ni pétrole, ni uranium. Ici, le combustible, c'est l'hydrogène présent en abondance sur notre planète. Il nous faut trouver une alternative de remplacement des énergies, qui sont les énergies fossiles, en complément des énergies renouvelables, non pas en opposition, en complément. Et cette technique de la fusion de l'hydrogène présente des avantages majeurs. Je ne relâche pas de gaz à effet de serre, je n'ai pas d'impact sur le climat, je n'ai pratiquement pas d'impact sur l'environnement puisque je produis simplement de petites quantités d'hélium, qui est un gaz chimiquement inerte, non radioactif. Je présente l'avantage
de ne pas risquer l'emballement de la réaction. La réaction ne peut pas s'emballer. Si je m'écarte un tant soit peu d'un des paramètres de fonctionnement, la réaction s'arrête automatiquement. Il n'y a que 2 grammes de combustible. De l'énergie en quantité illimitée, peu coûteuse, sans danger, sans carbone. Un espoir pour l'humanité. Si la construction du réacteur d'ITER est loin d'être achevée, la technologie de la fusion, elle, est déjà bien maîtrisée. Collé au site d'ITER, le centre d'énergie atomique de Cadarache a même son propre mini tokamak, un modèle réduit d'ITER exploité depuis une trentaine d'années. Donc l'objectif, c'est de recréer dans cette machine qui est plus petite qu'ITER les conditions qu'on va trouver à la périphérie du plasma d'ITER, c'est-à-dire face sur la paroi, sur les composants. Et ici, on va tester en avance d'ITER les composants qui sont installés dans ITER et qui seront les plus contraints par les expériences. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à pénétrer dans l'enceinte à vide du tokamak, qui a refroidi depuis la dernière expérience plasma fin janvier. Pour y entrer, il faut être équipé d'un dosimètre qui mesure la radioactivité. Hors expérience, en général, il n'y a plus rien, donc c'est vraiment pour des problèmes réglementaires. Il n'y a pas de danger? Absolument aucun. Et enfiler une combinaison pour ne pas contaminer le cœur de la machine. Là, c'est plutôt pour protéger l'enceinte des polluants. La tournée d'inspection a lieu entre chaque allumage. Ça a souffert. On voit ici un câble qui s'est retrouvé proche du plasma, qui a fondu complètement. Autour de l'enceinte, de gigantesques électroaimants maintiennent le plasma brûlant en lévitation. Au centre ici, le plasma, il faut imaginer, il est aux alentours de 50 millions de degrés. Donc dans ITER, la chambre sera plus grande. On aura la même température au bord. Ici au centre, on a 50 millions. Dans ITER, le plasma étant plus grand, on va monter à 150 dans le cœur. 150 millions de degrés, c'est 10 fois la température du noyau du Soleil. Une chaleur indispensable pour produire plus d'énergie que le réacteur n'en consomme. Donc actuellement ça marche, mais ça ne produit pas encore d'énergie. C'est ça l'enjeu d'ITER. Actuellement sur les machines actuelles, on est aux alentours de 0,5. C'est-à-dire quand on met 1 d'énergie, on en récupère 0,5. Et dans ITER, quand on mettra 1, on en récupérera 10. Le tokamak du CEA a tout de même fait ses preuves. Comme le montre cette image d'un plasma maintenu dans le réacteur pendant 6 minutes. Un record mondial. Le but après, à terme, c'est que ça fonctionne tout le temps comme une centrale thermique classique. Donc là, actuellement, on est plutôt à quelques heures par an. Donc le but, c'est vraiment de passer à quelques heures par jour. C'est ça notre prochain enjeu ici. Chaque jour, la recherche avance, en même temps que progresse le chantier d'ITER. Dans la salle d'assemblage, Ryutaro travaille avec les ingénieurs venus du monde entier. Chang-Hyung, est-ce que c'est la position finale? Il te demande si c'est la dernière position de cette pièce. Alors ce n'est pas toujours simple de se faire comprendre. L'un est américain et l'autre est coréen. Moi, je suis japonais. Donc vous voyez, il y a beaucoup de cultures mélangées ici. Et c'est ça qui rend ce projet vraiment excitant. L'intérêt de cette coopération internationale est de mutualiser le financement de ce laboratoire estimé à 20 milliards d'euros, de regrouper les meilleurs physiciens et surtout partager les avancées scientifiques et techniques pour construire au plus vite ce prototype géant. Ensuite, chaque nation repartira avec toutes les connaissances nécessaires pour construire ses propres centrales. Ce projet est plus difficile que d'aller sur la Lune. C'est le premier projet de ce genre dans l'humanité. C'est pour cette raison que tous ces gens qui viennent des 4 coins du monde sont arrivés jusqu'ici, pour que ce projet soit une réussite. Humainement, on peut coopérer. Techniquement, on peut coopérer. Mais politiquement, je n'ai pas de réponse à ça. Mais le plus important, c'est de bâtir notre futur. C'est pour ça qu'on est là, pour notre futur, pour nos enfants et nos petits-enfants. Si le calendrier est tenu, le réacteur devrait commencer à fonctionner en 2025, atteindre sa pleine puissance en 2035. Mais pour que la fusion produise un jour de l'électricité, il faudra attendre la seconde moitié de ce siècle, lorsque seront construites les premières centrales opérationnelles à fusion nucléaire.
Si c'est en 2050, je serai centenaire. Vous savez, chacun d'entre nous, nous apportons simplement une petite pierre à des édifices qui nous dépassent. Hein. Les hommes qui construisaient les cathédrales, celui qui mettait, entre guillemets, la pierre dans la crypte, certainement qu'il n'imaginait pas qu'il verrait, entre guillemets, la flèche érigée. Mais il le faisait avec une énergie formidable parce qu'il savait qu'il allait passer le témoin, le relais, à d'autres qui respecteront son travail et capitaliseront sur ce qu'il a pu faire pour pouvoir effectivement aller jusqu'au terme. Consacrer sa vie à recréer le soleil sans se brûler les ailes.